Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un Niptech Explore. Et oui, Explore n'est pas coutume. En tout cas, c'est moi qui présente Side, aka Mike, que vous savez bien. Je suis pas tout seul pour présenter ce Niptech exceptionnel où on va parler d'investissement dans les startups, sujet qui nous est cher et dont on adore parler. Et je suis avec le compadre ultime depuis maintenant plus de 20 ans. Ben, comment vas-tu? Super. Écoute, en 20 ans, je t'ai déjà vu excité, motivé, un peu all over the place. Mais ce soir, tu l'es spécialement et donc on voit que le sujet et l'invité vraiment te passionnent. Donc je suis très heureux d'être là et de pouvoir participer à cet explore. Merci. On va parler de l'invité. L'invité, c'est qui? C'est Nelson Dumas. Salut Nelson. Bonjour à tous les deux. Plaisir d'être Et là. merci à toi de venir. Alors, je vais dire en deux mots qui t'es, puis après tu te présenteras toi-même. Mais c'est vrai que je t'ai rencontré à travers le frère de mon beau-frère, Clément, qui m'a permis de te rencontrer. Et c'est vrai que ça a assez matché, cliqué Oui, assez rapidement. Et la discussion qu'on a eue était assez intense et assez intéressante. Et je me suis dit, waouh, comme c'est cool, essayons de l'avoir aussi en podcasting. Et c'est vrai que, ben voilà, tu es jeune, tu as investi depuis de très nombreuses années, tu vas nous expliquer, et d'investir dans l'écosystème suisse des startups que tu connais ultra bien. Et en plus, tu es valaisan. Pour ceux qui ne connaissent pas, qui sont de l'autre côté de la frontière suisse, valaisan, c'est les belles montagnes suisses enneigées pour le moment. Donc, écoute, normalement, toi, tu fais pitcher plein de startups pour les investir dans celle-ci. Donc, tu leur demandes toujours de faire le 2-minute pitch. Donc, moi, je vais te le dire. Allez, fais-nous le 2-minute pitch ou le 1-minute pitch de qui tu es et qu'est-ce que tu fais. ouais, avec grand plaisir. Ouais. T'as volé mon introduction habituelle qui est de dire que je suis valaisan. Je pense que c'est important de le dire parce que c'est une terre d'innovation en pleine croissance et je suis très excité par cet élément-là. Mais comme tu l'as dit, donc ça fait, je suis entrepreneur de naissance, donc je suis la troisième génération d'entrepreneurs dans ma famille. Le métier historique de la famille, c'est la construction. Et depuis 10 ans, on investit d'abord à travers une structure de single family office et depuis une année à travers Newman, donc qui a la licence FINMA, les marchés privés à travers toutes les classes d'actifs, mais spécifiquement mon intérêt c'est les marchés privés, avec une thèse d'investissement sur la durabilité et la réduction des inégalités. Donc on a fait 35 investissements. Je pense que c'est notre plus grande fierté, effectivement, les projets qu'on soutient. Et aujourd'hui, on essaye de passer le cap pour les soutenir plus efficacement et avec une boîte à outils un éventail d'outils plus large. Et ça, c'était un des éléments nécessaires, c'était d'obtenir cette licence. Maintenant qu'on l'a, on est au travail pour mieux soutenir l'innovation suisse, l'innovation européenne qui en a bien besoin. Ouais. Moi j'ai une question pour commencer. C'est vrai que on dit souvent que dans l'immobilier, on peut faire des fortunes, mais souvent on y reste et on sort pas de ça. Donc c'est vrai que c'est assez rare, je trouve, de voir des gens de ce monde-là sortir et puis vouloir justement soutenir l'écosystème start-up et aussi de la technologie qui n'est pas dans son domaine de prédilection. Qu'est-ce qui, comment vous y êtes venu à justement se développer hors de cette compétence clé qui était la Ouais, vôtre? je pense qu'il y a des phases, hein, et il y a un alignement peut-être des planètes, donc qui est que le groupe qui a été fondé par mon grand-père a été vendu à un groupe international en 2019, donc quelques années seulement après le début de mes activités. Donc en fait, pour moi, c'était jamais naturel de me dire je vais travailler dans le groupe familial. Et on a cette relation très particulière, mon grand-père et moi, et il m'a d'une certaine manière fait confiance aussi. Ce que tu dis, c'est très vrai. Tu quittes un métier qui est peut-être la classe d'actifs la moins risquée du monde, Mhm. l'immobilier suisse, pour aller faire la classe d'actifs la plus risquée. Et c'est un grand écart qui a été aussi une grande courbe d'apprentissage. Et je pense que ce qui nous a motivés, c'est vraiment des convictions profondes que j'avais aussi parce que j'avais 20 ans dans un monde effrayant. Et on veut aligner notre stratégie d'investissement. Et si je vais peut-être un poil plus loin, il y a un élément important et que je ressens aussi chez beaucoup d'héritiers, de Next Gen Wealth Owners, il y a la culpabilité. Et je pense que Mhm. la culpabilité, elle vient de la majorité des fortunes ayant été bâties dans l'industrie 1.0, 2.0, très polluante, le ciment, on avait des carrières, on a construit des routes, on a construit des ponts.
On a construit énormément d'immeubles sur des magnifiques montagnes valaisannes. Et je pense que d'une certaine manière, il y a quand même des strings attached avec le capital qui provient d'activités telles que celle-ci. Et on se dit aujourd'hui, est-ce qu'on ne doit pas aussi redonner et avoir un impact positif après avoir bâti une fortune dans une industrie polluante? Mhm. Juste une question, parce que je trouve ta thèse d'investissement hyper intéressante. Je me réjouis qu'on aille plus en avant. Clairement, on voit que politiquement, on est à un gros tournant maintenant, hein. Les investissements qu'on disait ESG, environnementaux, sociaux, gouvernance, sont un peu moins mis en avant. Est-ce que ça te laisse plus de place? Tu sens que le champ s'est un peu libéré ou pas du tout finalement tout ça, c'est que de la presse et il n'y a pas de réalité sur le terrain? Il y a une réalité évidente de la mort d'une exit potentielle qui était vraiment vue comme l'Eldorado par toutes les startups qui étaient les États-Unis. Et je pense que effectivement le tournant politique des États-Unis, il a un impact direct sur le financement de la clean Mhm. tech dans le plus grand Mm. marché du monde, dans le marché qui est le premier ou le deuxième plus grand pollueur, et aussi où il y a le plus de disposable income pour investir dans ces stratégies. Donc on a vu des impacts réels aussi, typiquement l'Inflation Reduction Act qui avait earmarked pas mal d'argent pour des projets clean tech, qui s'est finalement complètement fait rollback par Trump. Et là, moi, j'ai des startups dans mon portefeuille qui avaient 6, 10, 15, 20, 25 millions qui étaient signés du gouvernement américain et cet argent a disparu du jour au lendemain. Donc, il y a une réalité américaine et je pense qu'il faut pas nier non plus qu'il y a plusieurs locomotives mondiales et je pense que les autres locomotives n'ont pas changé de direction parce que les États-Unis changent momentanément de direction. Mais par contre, ce que ça montre quand même, c'est l'hypocrisie de la corporation, où en fait, le changement de règles, il est adopté immédiatement. Donc à partir du Mhm. moment où tu n'as plus le sentiment que pour pouvoir avoir la freedom of operate, t'as plus besoin de prétendre que tu vas faire de l'intégration, tu n'as plus besoin de prétendre que tu vas faire de l'ESG. Les sites web des Big Four, les sites web des grosses industries sont balayés du jour au lendemain. Il n'y a plus de mention d'IA, il n'y a plus de mention de ESG. Et c'est là que tu te dis, bah, est-ce que ces changements, ils sont programmatiques, systématiques, ou est-ce qu'ils sont seulement conjoncturels? Et ça, c'est Mhm. effrayant parce que tu sens aussi que la pression qui doit être mise sur ces acteurs, elle a besoin d'être constante pour que les changements s'établissent dans la durée. Donc ça, c'est une inquiétude qui naît en fait, de l'espace que donne Trump aux gens de révéler leur vraie nature, où tu te dis, bah voilà, en fait, la corporation, c'est profit first, et l'impact, Mhm. finalement, il va être constamment soutenu, et de plus en plus soutenu, parce qu'on s'approche quand même d'un mur, par des gens qui réalisent qu'on s'approche de ce mur. Mais ces convictions, nous, quand on a commencé à investir en 2016, il y avait 400 millions qui étaient investis par année dans les startups, quasiment rien dans les clean tech. Il y a eu un gros pic en 2021. Une grosse partie de ces 3 milliards investis en 2021 allait à la clean tech. Si tu fais le bilan aujourd'hui, il y a plus grand chose des 2,2 milliards qui seront investis en 2025 qui vont aller dans la clean tech. Donc il y a Mhm. des trends, et elles font mal et bien parce qu'elles nettoient aussi. Moi, on a des projets en Suisse qui ont levé à des valorisations dramatique en 2021, des Climeworks à 2,2 milliards, c'est quand même des montants qui ne devraient pas être atteints quand on a séquestré 10 000 tonnes de carbone, donc l'équivalent de la consommation annuelle des voitures de Sion. Donc il y avait un mismatch quand même entre la réalité du terrain, la réalité des exits, la réalité des potentiels de business model et puis ces valorisations ballons. Et je pense que la correction, elle est positive et que la correction, elle va servir à identifier les vrais acteurs du changement. Mais je pense aussi que beaucoup de gens vont malheureusement Mhm. perdre un cycle dans ce moment clé. Ouais. Tu parlais de clean tech, c'est intéressant. Et puis tu parlais, j'ai bien aimé comme tu expliquais générationnellement la culpabilité de vouloir réinvestir. Et je trouve que je l'entends pas souvent, justement, des gens qui viennent de ces industries-là, qui le disent et qui mettent l'argent au changement. Et est-ce que tu crois pas que c'est générationnel? Parce qu'on parle, voilà, de Trump, mais voilà, ça représente une vieille garde et que les générations qui viennent, qu'elles soient aux États-Unis, qu'elles soient en Europe, sont différentes et pensent différemment. Je- C'est évident, hein. C'est évident que on a quand même été d'une certaine manière beaucoup plus exposé à ces thématiques-là. Même moi, j'ai fait HEC.
longtemps après toi, Mike, mais je pense qu'on n'a pas du tout eu la même emphase sur C'est clair. le développement durable au sein de nos études. On Donc, n'en parlait même c'est pas à sûr. mon époque. Ouais. On en parlait même pas, c'était en 2000 et quelques, on n'en parlait pas. Ouais. Ouais, moi, j'ai Et, commencé à HEC en 2017, donc c'était un sujet sociétal de premier plan. Donc, non, c'est évident. Donc, moi, je pense qu'il y a une génération peut-être qui va perdre quelques années, mais elle est pas perdue et les convictions restent. Ouais. et dans ta société d'investissement, déjà, bravo à ton grand-père de t'avoir fait confiance parce qu'on ne fait pas confiance à un jeune normalement avec autant d'argent. Donc, tu as dû être convaincant ou faire des choses justes. Tu vas nous dire comment. Et puis, c'est quoi vos thèses d'investissement? On a cru comprendre clean tech. On a cru Mhm. comprendre peut-être d'autres fonds, mais c'est quoi les thèses d'investissement de la société Newman d'investissement que vous Oui, utilisez? oui. Alors là, il y a quand même un continuum d'une certaine manière, puisque nous, on a défini notre définition de l'impact au sein de notre single family office. Et le mot-clé pour nous, ou la phrase clé pour nous, c'était celle des Gilets jaunes qui disait la fin du mois avant la fin du monde. Et où tu te dis, il y a tout un univers à aller explorer là, parce qu'en fait, la pression que tu ajoutes en demandant aux gens d'également penser au réchauffement climatique alors qu'ils sont en train de survivre, elle est invivable. Elle est simplement invivable. Donc la réduction des inégalités, là où elles sont les plus marquantes, on a défini pour nous qu'elles étaient les plus marquantes dans l'accès à la santé et l'accès à l'éducation, parce que c'est deux éléments qui se manifestent tout au long de la vie et qui ont des conséquences tout au long de la vie en termes d'opportunités, même de life expectancy, si on va jusque-là. Euh, Si on arrive à bridger ces gaps, c'est-à-dire si les gens se sentent en sécurité, et je pense que ça, c'est quelque chose d'absolument universel. Être en sécurité, c'est est-ce que je sais que mes enfants sont en sécurité? Est-ce que je sais que mes enfants vont dans une école où ils seront en sécurité, ce qui n'est pas le cas aux États-Unis forcément. Et est-ce que on a accès à la bonne santé? On a une société, on est acteur d'une société qui nous respecte. Et je pense qu'on doit recréer une société qui respecte les gens pour permettre aux gens d'être acteurs du changement. Et tout le monde a envie d'être acteur du changement. Malheureusement, aujourd'hui, pour être acteur du changement, il faut être riche. Donc moi, je dis souvent, euh, hobby de riche, problème de pauvre. Donc, si on pense aux 70% de la population qui vivent à moins de 3 mètres des océans, les gens qui auront les moyens de partir et les moyens de s'extirper de cette crise, c'est les gens qui, au final, aujourd'hui, peuvent s'intéresser au réchauffement climatique comme ils s'intéresseraient au golfe. Mais les gens qui vont devoir rester et devoir faire face, c'est des populations entières auxquelles on doit donner des outils. Et nous, on croit énormément aux projets quand ils sont community-led, donc quand ils partent d'une communauté qui décide d'elle-même d'incorporer des changements Mais en sociétaux. t'entendant parler, je me dis, OK, c'est un investissement, mais c'est un investissement sociétal, donc qui rapporte pas l'argent. Alors que tu es une société d'investissement, et puis finalement, tu dois quand même, Oui, le but est quand même de faire du pognon, je vais le dire absolument. crûment. Non, non, Donc, non, comment tu absolument. balances les deux dans ta thèse d'investissement? Donc oui, il y a cet idéal-là, mais finalement, voilà, tu dois quand même créer des startups qui font de l'argent et puis que tu peux Mhm. soit revendre, soit qui vont se développer. Donc, comment Bien sûr. tu fais pour justement les trouver dans ce cas-là? Là, il y a une définition quand même de la technologie. Nous, on considère qu'on investit dans des startups et qu'on définit des startups comme étant des sociétés disruptives, donc dont l'adoption de la technologie va avoir un impact énorme sur les industries concernées. Donc, on parle quand même de business model ou de business plan qui concernent des milliards. Donc, c'est évident qu'il y a des marges qui sont construites dans les modèles. C'est évident que on va pas s'exposer à des projets philanthropiques ou purement sociétal dans cette thèse d'investissement. On est sustainability driven de deux manières. Il faut qu'on crée des sociétés pérennes avec un objectif durable. Et pour créer des sociétés pérennes, il faut des business models concrets. Donc ça c'est le premier élément. On est ancré, et je pense que c'est aussi d'avoir créé des sociétés qui étaient rentables. On est ancré dans la rentabilité. On veut créer des business models rentables. Et de l'autre côté, ce que je voulais dire avant, tout à l'heure, la fin de ma pensée, c'était ça, c'est notre thèse d'impact. Mais maintenant qu'on a une licence et des clients, ce qu'on va essayer de construire avec chaque client, chaque famille, chaque institution qui nous accorde sa confiance, c'est la thèse d'impact qui leur ressemble, parce que je pense pas qu'on puisse créer du, des convictions sur le long terme. C'est exactement ce qu'on disait sur les corporations tout à l'heure, les grandes entreprises tout à l'heure. On peut pas créer cet alignement si l'alignement vient pas de l'investisseur. Et là, on a des matrices, on a des matrices qui existent, comme les ODD,
les objectifs de développement durable de l'ONU, et on va identifier avec des familles, avec des institutions, quels sont les points ou les facettes de l'impact qui les concernent le plus. Ça pourrait être les océans, ça pourrait être la pureté de l'air, ça pourrait être l'accès aux champs, ça pourrait être le gender equality. Et en stratifiant comme ça, on arrive à créer des stratégies qui sont faites pour que les gens y croient et s'y engagent de manière durable. Et ça, je pense que c'est essentiel. Et après, il faut aussi comprendre que notre société Numan, c'est une société de wealth et d'asset management. Donc, on fait toutes les classes d'actifs. Et le secret de Polichinelle, c'est que sur la majorité des classes d'actifs, c'est impossible d'avoir un impact net positif sur la société. Donc, quand tu investis en bourse, tu peux faire de l'exclusion, tu peux faire de l'ESG. Il y a un élément très intéressant. Tu décides de sortir de Glencore, par exemple. Qu'est-ce que ça fait mathématiquement? Ça fait baisser le prix de l'action de Glencore. Moins de gens souhaitent acheter Glencore. Des personnes ou des investisseurs moins scrupuleux achètent une société extrêmement rentable à un prix plus bas et profitent pendant plus longtemps de rentes qui sont dans des industries noires ou grises. Donc moi, je crois pas du tout à l'exclusion. Je pense beaucoup plus qu'il faut aller travailler avec les acteurs polluants. Et c'est Shell, c'est Mercuria, c'est Glencore. Juste des exemples, mais c'est ces sociétés-là qu'on aime bien oublier, mais qui sont à l'origine des chaînes de valeur de tout ce qu'on consomme. Et au final, leur pollution est construite dans notre consommation. Et c'est pas en fermant les yeux ou en pensant que, en excluant les armes, en excluant l'oil and gas, on a résolu le problème. Ce qu'on fait, c'est qu'on le cache. Il y a peut-être une question à laquelle tu me fais penser, quand j'étais encore dans le domaine de l'aviation, ce qui arrivait très fort, c'était les Sustainable Aviation Fuel, qu'on appelle les SAF. Ça Et c'est assez ouais. intéressant à plusieurs niveaux parce que d'une part, bon, bah, c'est un peu hybride dans la mesure où l'aviation, bah, c'est un des secteurs polluants. Alors, c'est une solution, mais dans un secteur polluant. Mais d'autre part, c'est aussi des usines qui demandent des centaines de millions d'investissements et où même quand les États viennent avec quelques dizaines de millions, ils disent bon bah voilà. Donc il y a tous ces effets de levier qui sont extrêmement durs à avoir. Comment toi tu te positionnes par rapport à ça, toi? C'est vrai que c'est C'est la trop. clé. Ouais. Mhm. C'est la clé, en fait. Ce que tu dis là, c'est la clé. C'est que les modèles de financement actuels de l'innovation, ils sont très, très adaptés à du SaaS B2B. Ils sont très, très adaptés à ce qu'on est en train de vivre maintenant en termes de boom AI, de software, mais ils sont pas du tout construits pour le deep tech. Et quand on parle de medtech, quand on parle de biotech, quand on parle de clean tech, edtech peut-être un petit peu moins, même si on essaye de faire du hardware aussi en edtech, c'est des industries qui demandent des temps longs et qui demandent des capex importants. Et les schémas de rentabilité du VC tel qu'il existe correspondent pas du tout au cycle de vie de ces sociétés-là. Donc moi, depuis qu'on s'est lancé dans le financement de l'innovation hardware, la grande question que je me pose, c'est est-ce qu'on finance pas l'innovation de la mauvaise manière? Et à mon avis, on la finance de la mauvaise manière pour deux raisons. La première raison, c'est on introduit une seule forme de capital à la disposition de ces sociétés innovantes, qui est l'equity, ce qui est en fait le modèle de financement le plus cher, puisque ce que le propriétaire de la société ou le propriétaire de la solution donne, c'est les revenus futurs de sa société. Donc c'est un coût inimaginable. Et de l'autre côté, on propose aux investisseurs qui souhaitent soutenir l'innovation uniquement d'investir dans l'equity, en sachant que 93% des startups européennes font faillite et que le prisme à travers lequel on investit, l'equity, c'est le premier à tomber au moment de la faillite. Donc moi, je m'intéresse beaucoup à ces silos qu'on a placés autour du financement de l'innovation. Et je pense que c'est les mauvais. Je pense on regarde l'innovation de la mauvaise manière. Et ce que tu viens de dire, c'est le mot-clé pour moi, c'est le CAPEX, c'est le financement du CAPEX, le financement de l'usine, de l'outil de production ou même du produit. Si on pense à une startup que Mike t'a rencontré la dernière fois que tu étais dans nos bureaux, Daphné Technologies qui fait des filtres pour les bateaux. Chaque filtre coûte 3 millions. Chaque filtre doit être installé sur un bateau qui est surendetté. Personne peut se permettre de payer ce filtre. Tout le monde aimerait l'avoir. Donc en fait, simplement parce qu'il n'existe pas de moyen de financer les besoins de fonds de roulement, la société ne peut pas produire des filtres qu'elle louerait à un marché qui serait très friand du fait de le louer, mais qui est dans l'incapacité de l'acheter. Donc je pense qu'on doit vraiment réfléchir à ça. Comment est-ce qu'on scale
et comment est-ce qu'on scale d'une manière avec un business model qui est adapté aux industries lourdes, qui sont des industries avec des marges basses, qui sont des industries à flux tendu et qui peuvent pas forcément se permettre de faire des investissements en centaines de millions. Et là, je pense que la clé de tout ça, c'est que quand tu crées du hardware, quand tu crées de la valeur, quand tu viens créer soit un outil de production, soit un produit qui va être ensuite sur le balance sheet d'une grosse société, tu peux complètement changer le prisme de risque et tu peux dire bah, à un financier institutionnel, au lieu de financer l'equity d'une petite startup qui va très certainement, 93 fois sur 100, Mhm. faire faillite, ce que tu vas financer, c'est l'usine, tu vas être propriétaire de cet outil de production. L'utilisateur final, c'est une société cotée en bourse, donc ton risque, c'est quasiment celui d'une société cotée en bourse. Et là, on peut débloquer de beaucoup plus grandes poches de capital, à mon avis. Mais tu vas toucher, si tu investis dans le CAPEX, c'est comme si voilà, normalement, on peut demander à des banques, mais tu vas toucher un taux d'intérêt, peut-être un peu plus grand que 2% que la banque va te faire payer. De toute façon, la banque, elle ne financerait pas ça. Mais Exact. c'est quoi les taux d'intérêt qu'on peut demander dans ces investissements de CAPEX, ces retours Il existe des sociétés en Suisse qui font du financement de CAPEX un petit peu généraliste et qui proposent des taux qui, pour moi, sont prédateurs. Donc, j'ai vu des offres à Euribor plus 18,5%. Ouais, c'est Donc, tu énorme. payes quasiment 20% 20%. Par pour année, financer hein. ton CAPEX. Faut Ouais, t'imaginer. par année, ouais. Et là, je pense que tu te places plutôt du côté du problème parce qu'en fait, Oui. qu'est-ce que tu fais? Tu tues plus rapidement la startup. D'ailleurs, ça s'appelle venture capital, ça s'appelle venture debt. Ce qui reste à la fin de tout ça, c'est des cadavres. Donc ils portent peut-être très bien leur nom. Mais ce que je pense, c'est qu'il faut plutôt se placer du côté du business model, de construire dans le business model un taux d'intérêt qui fait du sens. Et pour que le taux d'intérêt fasse du sens, il faut qu'il soit connecté avec le risque. Et là, je pense qu'on peut intervenir beaucoup plus tôt qu'une banque parce qu'on a des taux d'intérêt qui sont beaucoup plus élevés. Mais simultanément, c'est la seule option de financement. Mhm. Donc, on parle de taux et ça dépend du risque, ça dépend du l'off-take agreement, ça dépend de plein de choses, entre 8 et 15%. OK. OK. Et ce que Il tu fait dis aussi sens qui... parce que je pense que Oui, de mais toute façon, les banques, quand elles te prêtent de l'argent, tu dois mettre tes actions en nantissement. Voilà, il y a aussi plein de choses. Et puis, si ça se passe mal, elles ont ta société. Donc, je veux dire, oui, elles sont aussi, entre guillemets, protégées par cela. Alors, tandis que dans une start-up, c'est vrai que tu peux posséder la société, mais il n'y a pas grand-chose. Donc, je comprends que les taux soient plus élevés. soit plus Ouais. élevé. Mais tu mets aussi le doigt sur quelque chose d'intéressant. En fait, on a créé une société dont on était quasiment les seuls clients, qui faisait du financement de CAPEX. Et en fait, on trouvait pas d'autres clients parce que les gens veulent pas faire du rendement obligataire sur des choses qui ont des hauts risques. Risque. Parce que Parce qu'en fait, tu peux acheter des bons du trésor brésilien et faire du 13%. Et je pense quand même qu'il y a plus de chances que l'usine de Daphné fasse faillite que le gouvernement brésilien. Donc, on n'a pas le même accès au FMI. Mais du coup, la réalité conjoncturelle de ça, c'est que tu dois combiner ces formes de capital. Et ça, c'est quelque chose auquel je crois beaucoup. Le blended finance, c'est l'intervention à la fois peut-être dans une première étape d'un financement philanthropique, d'un financement étatique, la conjugaison de ces différents capitaux, également d'un capital du coup de financement de CAPEX et de le coordonner avec un investissement en equity. Parce qu'en fait, ce qu'on a réalisé quand on faisait du financement en equity, c'est qu'on laissait sur la table, en fait, on venait dérisquer l'equity, mais on laissait sur la table le potentiel G-curve, comme on l'appelle, de cette equity. Donc, en s'exposant aux deux, c'est-à-dire en facilitant la création de valeur de la société, la pérennisation de son business model, son adoption à large échelle, sa scalabilité par le financement du CAPEX, mais aussi en s'intéressant à l'equity, on crée des modèles où on peut imaginer quasiment un 60-40, tu t'exposes, ou 40-60, ouais, en fonction de ton niveau de risque, tu t'exposes à de l'obligataire et simultanément au potentiel d'exploser de ces sociétés-là. Et ça, c'est des modèles en fait qui existent aux États-Unis. Donc, on peut leur reprocher quelque chose, mais ce qu'on peut pas leur reprocher, c'est d'avoir commencé à penser à tout ça bien avant nous. Et nous, on souhaite juste les amener à ces start-upers européens et suisses qui les méritent aussi. Et j'avais une question sur, on a parlé ensemble de fonds et de fonds suisses. Mhm. Et je sais que c'est quelque chose sur lequel tu travailles avec ta société. Et puis,
en parlant avec deux, trois personnes de l'écosystème, je voyais qu'il y avait très, très peu de fonds suisses qui investissent dans les startups. Ils étaient souvent européens, ils venaient du Luxembourg, la plupart, mais jamais en Suisse. Je sais que la loi a un peu changé. Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce qui a changé, pourquoi c'était si compliqué, et puis pourquoi maintenant ça vaut la peine de créer des fonds suisses, ou est-ce que ça vaut la peine de créer des fonds suisses pour investir dans les startups, puis quelles sont les limites de le faire? Ça bouge un peu, effectivement. Donc après, il y a quelque chose qu'on doit reconnaître à des géographies comme Guernsey, comme le Luxembourg, comme les Émirats arabes unis, c'est qu'ils font du lancement et de l'administration de fonds un métier. Et c'est pas forcément le cas en Suisse. En Suisse, ce qui existe en fonds de droit suisse, c'est surtout des fonds immobiliers. Et la raison, c'est que les investisseurs dans de l'immobilier résidentiel suisse doivent être suisses. Donc Ah, ne se pose pas la question de l'attractivité internationale et de la fiscalité. Et en fait, la réponse suisse au RAIF ou au fonds typique luxembourgeois, c'est le LKIF. Donc le LKIF, c'est peut-être un mot dont vous avez déjà entendu parler. Ça fait 2 ans que ça existe, ça s'appelle Limited Qualified Investor Funds. Ça permet de lancer beaucoup plus rapidement un fonds, si tu en as déjà, de ne pas passer par la FINMA, d'obtenir immédiatement la capacité de le distribuer en te limitant aux investisseurs qualifiés. Et là, ça aurait pu être le changemaker complet si ils avaient aussi bien travaillé sur l'aspect packaging que sur l'aspect fiscalité. Mais en fait, le LKIF est aussi sujet à l'impôt à la source et à l'impôt anticipé. Et dans ce cas-là, il perd toute forme d'attractivité pour des investisseurs étrangers. Donc, je mettrais un astérisque autour de oui, c'est beaucoup plus intéressant maintenant qu'il y a ces nouveaux outils de créer des fonds suisses, mais on va pas réussir à créer des fonds suisses compétitifs pour attirer des capitaux étrangers. Donc, le fonds luxembourgeois, le fonds de Guernsey, il va rester prédominant et ça fait du sens. Mais par contre, si on fait du LKIF et si on fait du fonds suisse, et qu'on va chercher à avoir uniquement des investisseurs suisses et uniquement à regarder des cibles suisses, on vient s'inscrire dans un cadre qui est très intéressant, qui est le changement régulatoire pour les acteurs de la prévoyance, où maintenant ils ont l'autorisation d'aller jusqu'à 5% dans le financement du wow. private equity suisse. Et on parle de 1400 milliards gérés par les caisses de pension suisses. 1400 milliards, wow, ok. Donc 5% de 5%, 5% de 1400 milliards, ça fait, Ben? 70 milliards. Oh, 70 milliards. Combien d'investissements Millions. sont investis par année en Suisse dans les startups? Il y a eu 3 milliards, aujourd'hui on est à 2, Ok. 2,5. Ouais. Donc, on serait à presque plus de 25 fois, allez, 20 fois plus que ce qui est actuellement, si on allait chercher ces fonds. Effectivement. Et pour libérer ces fonds, donc on parle avec des caisses de pension et elles nous disent on n'arrive pas à trouver le bon véhicule pour faire ces investissements parce qu'on est obligé de prouver que 50% des fonds vont être alloués à des sociétés suisses. Mais ton fonds d'administrateur, il est au Luxembourg, ton équipe est à Paris, ils sont Wow. exposés à des opportunités plus intéressantes ailleurs. Même le commitment de ces équipes à s'exposer uniquement ou quasiment uniquement à de la Suisse, il va pas se matérialiser. Donc, si on crée le cadre, c'est-à-dire un fonds suisse, de droit suisse, uniquement centré sur la Suisse, on s'oblige à interagir dans l'écosystème ou dans le cadre légal qui a été créé pour ces acteurs de la prévoyance. Et je pense que c'est ce qui manque aujourd'hui pour qu'on vienne débloquer ces capitaux. Mais ça veut dire que maintenant ça existe et maintenant on peut les démarcher avec le LKIF qui existe actuellement. Et ces fonds doivent être limités à des investissements dans les sociétés suisses. On est d'accord? Il y a ce niveau de 50% qui est requis. Ouais. Ok, d'accord. Mais c'est intéressant. Waouh! Et 70 milliards. Et c'est toujours ce que je me suis dit. Je me suis dit, mais pourquoi aller chercher des fonds étrangers quand il y en a déjà en Suisse? C'est déjà quelque chose qu'on a. Donc, si on a une chose en Suisse, c'est du pognon. Donc, allons le chercher dans ceux qui ont les poches pleines et qui sont prêts à les dépenser, c'est-à-dire nos énormes comptes LPP de 1700 milliards, comme tu nous as dit. Je ne connaissais pas les montants. Mais il y a aussi une obligation fiduciaire de ces fonds. Ils doivent garantir les retraites de la population suisse. C'est des assurantiels, c'est des banquiers. Tu dois te dire, d'une certaine manière, ils ont créé un cadre légal, mais ils vont pas y aller de plein gré, ou ils vont pas y aller la fleur au fusil. Il va vraiment falloir créer, à mon avis, des nouveaux modèles de financement de l'innovation pour qu'on leur dise, vous prenez pas 93% de risque sur le capital de nos retraites. Donc c'est là aussi que la réflexion, elle doit être menée à la fois sur la création du bon véhicule
et sur le modèle de déploiement Mm. qui garantit du coup des risques plus Mm. maîtrisables pour ces acteurs de la prévoyance. Ouais, d'autant Et que si ce qu'ils doivent payer au minimum, c'est 1,25 %, ils ont pas besoin de se fouler beaucoup pour arriver à 1,25 %, tu vois? sur les autres classes d'actifs, ouais, Oui. effectivement. Mais en même temps, c'est une demande de la population d'investir dans son propre écosystème. Donc, je veux dire, tout le monde, peut-être c'est pas 5% qui risque, mais 1. Donc, je veux dire, c'est quand même quelque chose de normal, surtout si on pense aux caisses de pension de l'État, on pense aux caisses de pension ouais, du public, enfin, des gens qui travaillent pour le public. Je pense que là, il y a peut-être quelque chose à faire. Ça, c'est très bien. Et donc, ça, c'est une des choses que tu vas développer en 2026, d'essayer de se développer ce type de fonds pour aller investir dans les sociétés suisses. Exact. Et là, on a eu une conversation très intéressante dans ce lunch très intense qu'on a partagé, qui est aussi de se dire, est-ce que l'innovation peut pas se cacher dans des endroits où on l'attend pas? Et pour moi, une des immenses ressources de l'innovation suisse, c'est la nature du tissu économique, donc c'est la PME. Et pour moi, la PME aujourd'hui, elle vit une crise à la fois de sa transmission et de sa transition. Et d'accompagner cette dualité, ce défi duel, en investissant dans ces PME au lieu d'investir uniquement dans des startups, ça vient aussi énormément dérisquer le modèle d'affaires. Donc c'est la combinaison des différentes cibles, des différents capitaux qui va permettre, à mon avis, Ouais. de streamliner et débloquer ces capitaux. Et c'est vrai que je lisais une étude qui a été faite, je crois, par une université à Fribourg, qui dit que 90 000, donc 90 000 sociétés sont à remettre en Suisse, rien qu'en Suisse, dans les 5 prochaines années. Alors, Ouais. c'est vrai que 95% de ces sociétés, 95% de ces sociétés, c'est des sociétés qui ont moins de 10 employés. Donc, c'est des petites sociétés. Mais c'est vrai que c'est un gros montant et finalement, pour se remettre, pour cette transmission, elles ont besoin de fonds. Et on parlait, elles ont aussi besoin de gens pour les gérer et de les reprendre. Donc, c'est ça qui va être aussi le challenge, de trouver ces gens qui sont prêts soit à reprendre ces sociétés, soit à les racheter indirectement. Absolument. Moi, j'ai d'une certaine manière la chance d'être de ma génération et d'être. Donc, j'ai 28 ans et mes amis ont entre 25 et 40 ans. Et je fais pas d'exception, j'ai des amis plus vieux et plus jeunes. Mais cette tranche d'âge, à mon avis, elle est clé parce que c'est des gens qui n'ont pas du tout le capital de devenir propriétaire d'une société, mais qui en rêvent. Mhm. Et finalement, devenir connecté, c'est un peu comme l'accès à la propriété. À mon avis, l'accès à l'entrepreneuriat, si tu arrives à le revaloriser, c'est des gens qui ont fait des apprentissages, qui ont évolué dans des PME, qui sont project managers, qui sont peu importe, mais qui sont mûrs pour devenir propriétaires pour la première fois d'une société. Si tu les accompagnes, si tu les coaches et si tu les finances. Mais à mon avis, on ne manque pas de ressources. On manque de gens qui ont toutes les cartes en main. Donc, si on vient leur donner les cartes qui leur manquent, à mon avis, on a les as pour faire cette gestion. Tu parlais d'humains, tu parlais justement de trouver les bons humains. Toi, tu as fait 35 investissements jusqu'à maintenant, tu nous as dit. Ce que nous, on entend, notamment dans les Silicon Valley, c'est que finalement, c'est le founder. Founder-led, c'est le founder qui fait le tout, quoi. C'est le team autour du founder. Comment, toi, sur ces 35 investissements, tu as fait pour justement savoir quels sont les points que tu te dis, que tu regardes pour savoir si le founder, il a ce qu'il faut pour pouvoir réaliser son plan ou pas? J'ai presque envie d'être un peu cliché et de dire que c'est des histoires d'amour, mais d'une certaine manière, je pense que 35 fois pour moi, c'était vrai, où en fait, tu tombes amoureux de la mission et tu tombes amoureux de la manière dont la personne vit cette mission. Et je pense que ça cache quelque chose justement qui est, aujourd'hui, tu peux plus faire une clean tech as a get rich quick scheme. C'est pas, tu vas mettre le mot clean tech sur ton pitch, tu vas lever 100 millions ou 150 millions comme on l'a vu par le passé. Tu dois le faire parce que tu y crois. Et je pense que justement, ce qu'on disait tout à l'heure, ce tri qui est fait aujourd'hui, parce que l'accès au capital devient plus compliqué, il laisse la place uniquement aux gens qui le font pour de vrai. Et pour moi, le faire pour de vrai, c'est avoir construit en soi l'idée que ça allait mal se passer et l'idée qu'il allait falloir supporter ce qu'on appelle les vallées de la mort, mais qui sont en fait un mois sur deux pour une startup.
et puis d'y survivre en pivotant. Et cette capacité à pivoter, c'est vraiment ce que je vais chercher dans un entrepreneur. Et mon sentiment, c'est que l'entrepreneur, il n'a pas besoin de savoir ce que c'est l'économie. Il a besoin de savoir ce que c'est disons, son objectif et les compétences humaines qu'il va devoir mettre au service d'y arriver. Et ça, c'est beaucoup plus tangible qu'un type qui quitte HEC, qui a l'impression qu'il a la meilleure idée du monde parce qu'il a lu un livre et qu'il lance une boîte. Donc moi, je crois beaucoup, et on a beaucoup investi dans des docteurs en physique, dans des docteurs en chimie, et je crois beaucoup à ces profils-là, parce qu'ils ont traversé 10, 15 ans d'études en poursuivant une mission, ils ont dédié leur vie à trouver ce truc-là, ils vont pas abandonner parce que c'est difficile. Et je pense que là, on s'expose aussi au risque de tout appeler une startup. Moi, j'aime bien parler de ce problème de nomenclature où les gens, j'ai un peu ce pet peeve ou ce problème avec mes collègues d'HEC qui ont quitté HEC en se disant je suis un entrepreneur et qui font une entreprise comme ils auraient fait un MBA en se disant l'échec fait partie du truc, je vais faire une boîte pendant 2 ans et on va louer on va vendre des cigarettes électroniques ou on va louer des trottinettes et c'est une startup. Et je suis désolé de dire que non, c'est pas une startup, c'est une PME qui est incapable de faire du chiffre d'affaires. Donc il y a une sorte de micmac de ce qu'on appelle une startup et moi je pense qu'on devrait rendre ces lettres d'honneur à la fois à la startup et simultanément à la PME et mieux financer les deux. Et il n'existe pas en Suisse aujourd'hui de capitaux qui peuvent justement s'exposer à cette pluralité d'histoires entrepreneuriales et les soutenir de manière efficiente. Ouais, je pense que tu as raison. Hein. Moi, j'ai toujours dit aussi, tu n'as pas envie de rester une start-up longtemps, quoi. C'est que si tu ne trouves pas ton business model, c'est pas une place joyeuse, quoi. C'est pas, toi, Ouais. au bout d'un moment. Donc, je suis d'accord avec toi. Mais bon, après, c'est toujours la même chose. Il y a aussi ces vagues. Et puis, tu as envie de te dire start-up parce que voilà. Je trouve que c'est important de le répéter de temps en temps. C'est à la mode et quelque chose que les porteurs de projets me reprochent souvent quand je leur dis ça, c'est qu'ils me disent c'est quoi l'alternative? Et aujourd'hui, il n'existe pas d'alternative. C'est-à-dire, tu es obligé de te classifier comme une startup pour espérer lever des fonds. Le problème, c'est que construit dans l'idée de la startup, il y a ce potentiel disruptif, ce potentiel de faire x10, x100, x1000. Et véritablement, beaucoup des business models de sociétés lancées en Suisse qui ont une forme d'innovation, cette innovation, elle peut être sur le business model, elle peut être sociétale, elle peut être à impact, elle peut être marginale, elle peut pas correspondre aux objectifs de rendement. Donc, même si tu réfléchis en te disant c'est mon seul moyen de lever de l'argent, je pense que tu te mets dans une situation je sais pas si je peux dire un peu merdique, mais disons un peu merdique, parce que d'une fois que tu as levé ces fonds, tu dois les rendre. Oui. Et moi, je pense qu'une société startup, elle a deux problèmes. Le premier problème, c'est trouver 50 millions. Et le deuxième problème, c'est avoir trouvé 50 millions. Et les deux situations sont terribles. Parce que fais fois 100 sur ou fais fois 10 même sur une société qui a levé 50 millions, à une valo, peu importe. Mais imaginons une valo de 100. On parle de 150 millions, tu fais x10. Quelle société suisse a atteint 1,5 milliard? Le problème, c'est qu'il y a des exemples. Et le problème, c'est qu'on connaît tous leurs noms parce qu'il y en a 9. Donc, il y a une sorte d'immense, beaucoup d'appelés, peu d'élus. Et ça, c'est problématique. Donc, on ne doit pas donner 50 millions à toutes les startups. On doit leur donner ces 50 millions d'une manière plus intelligente en finançant leurs véritables besoins. L'autre problème d'avoir 50 millions, c'est qu'on va les dépenser. Donc, moi, je préfère qu'on les dirige vers justement les piliers qui vont construire la croissance, la rentabilité, la profitabilité, plutôt que en faire des gosses de riches. Ouais. J'aime bien cette idée de dire PME avec, il y a les startups et les PME, mais il y a une PME avec un esprit de startup. Et je pense qu'il y a même des PME qui ont un certain âge, qui ont cet esprit, qui essayent d'avoir cet esprit dynamique, d'innovation. Il y en a plein en Suisse qui ont cet esprit startup d'innover, ce qui fait le tissu économique qui est fort. Et il y en a plein dans plein de pays européens. Et tu dirais que l'Eurostar, c'est un bon exemple? Oui, ça peut être un bon exemple. En tout cas, d'essayer de garder ça à l'esprit et puis de garder cet esprit dynamique et puis d'essayer de le faire. Moi, je t'entends parler avec une telle passion des startups et de l'investissement, puis je me demande, mais tu n'as pas envie d'être de l'autre côté de la barrière à un moment donné et puis de toi-même prendre une des sociétés ou toi-même prendre un des projets auquel tu crois et de leader la société elle-même, ou tu as envie de rester derrière à financer pour le moment?
J'ai presque envie de dire que Numan, c'est une startup. Donc Mhm. on est parti de zéro. Aujourd'hui, on est 12. On n'a pas encore réussi. Donc on est d'une certaine manière au début de ce qui peut être à la fois un échec ou une très belle aventure. Donc je considère que je suis investisseur Mhm. et entrepreneur. Mais par rapport à la prise de position dans une société innovante en tant que CEO, je pense que là, il faut avoir l'humilité de se dire, est-ce que je suis la bonne personne? Et est-ce que mon éventail de compétences est pas mieux utilisé s'il est mis au service du financement de beaucoup de projets plutôt qu'égoïstement sur la position d'être le CEO d'un projet. Et je pense que ce que je dis à mes collègues qui ont fini HEC, c'est je leur dis mettez-vous à disposition des personnes beaucoup plus intelligentes que nous, qui ont de bien meilleures idées et qui ont besoin de vos compétences économiques, parce que il y a peut-être une déconnexion réelle entre l'académie et le capitalisme, et que ce pont le pont entre ces deux mondes-là, c'est des gens comme moi, c'est des gens comme toi, Mike, qui ont des compétences économiques. Donc voilà, plutôt se mettre au service de l'innovation que croire qu'on est l'élu. Je pense que c'est plus important. Mhm. Est-ce que des petites questions comme ça, comment Mhm. ça, ces 2 dernières années dans l'écosystème que tu connais, qu'est-ce qui a changé avec l'arrivée des LLM, de l'IA, du machine learning, on lui donne le nom qu'on veut, mais de cette nouvelle génération d'IA, qu'est-ce qui a Mhm. changé dans les startups que tu vois et dans les investissements que tu fais? Alors moi, j'investis pas dans l'AI. Ce que je vois, c'est que même les dossiers qui arrivent jusqu'à chez moi et qui correspondent à ma thèse d'investissement, ils s'obligent à Mm. trouver un angle qui les attache à cette mode. Et je pense que c'est par vague. Hein. Mm. Ça a été Web.3. C'est toujours quelque chose. C'est le mot que tu es obligé de citer. Et je pense qu'il vient polluer d'une certaine manière aussi, mais que les gens me disent, à nouveau les porteurs de projets me disent, comment je lève des fonds si je prétends pas que je leverage l'AI? Et ils arriveront à dire qu'ils leverage l'AI parce que aujourd'hui LLM d'accord, mais avant ce qu'on appelait l'AI, c'était un professeur me disait c'est le plus beau rebranding de l'histoire parce qu'en fait on est passé de l'algorithme à l'AI, mais c'est la même chose. Hein. Donc sur la partie utiliser l'AI quand on parle pas de LLM, je pense que la modification entre le business model d'avant et le business model d'aujourd'hui, elle est incrémentale. Elle a simplement changé de nom. Donc moi j'ai du mal à investir dans des modes et je me dis j'ai bien envie d'investir dans des shift de paradigme. Et là, un shift de paradigme, l'AI, c'est un shift de paradigme, à condition que tu sois un pur player AI, mais t'as pas besoin de venir me dire, oui, j'ai un algorithme dans mon filtre. Au Mhm. final, c'est un enabler. Moi, j'aime bien Mhm. voir l'AI comme un enabler. Ouais. Après, ce que ça a changé, c'est que je suis membre de beaucoup de jurys de compétition. On voit que les jurys ont tendance maintenant à privilégier des projets AI. Donc, il y a une sorte Mhm. de biais auto-imposés. Et on va voir uniquement des sociétés qui vont dire qu'elles font de l'AI émerger, réussir. Et c'est du rebranding en grande partie. Par contre, ce que ça fait, bah, c'est que ça continue de garder l'intérêt. Et là, on a eu un moment où c'était la clean tech, on a eu un moment où c'était la biotech. Il faut qu'il y ait quelque chose à la mode parce que les gens ont besoin d'investir aussi dans quelque chose qui les excite. Et si c'est l'AI en ce moment, c'est l'AI en ce moment. J'essaie de pas être défaitiste. Après, Mhm. j'ai aussi tendance à penser que si on pense qu'il y a, je sais pas, 65% du capital VC qui va dans l'AI, FinTech, SaaS, qui règle des problèmes extrêmement superficiels, alors qu'on va droit dans le mur, est-ce que d'une certaine manière, on n'est pas en train de créer un problème? Et ce problème, c'est le montant à disposition du financement de l'innovation est limité, on devrait le consacrer à l'innovation disruptive. À l'innovation disruptive, là où elle nous sauve, parce que je veux pas nier que l'AI, c'est disruptif. Mais donc ça, c'est intéressant. Ouais, c'est un problème. On va parler un peu plus de toi pour terminer cette conversation. Ouais, t'es toujours le plus. Tu dois être un des plus jeunes dans la salle. Hein, tu as 28 ans. Tu fais comment pour le gérer, le fait que tu es le plus jeune pour être crédible face à des gens qui ont peut-être plus d'années. Euh, Tu m'entends pas? Ah, moi, j'entends toujours, donc je pense qu'on a perdu Nelson sur le.
m'entendez, vous? C'est les Et AirPods. ou non? Ouais, c'est les AirPods qu'on lâchait là. C'est les AirPods. Je vous entends plus, vous. C'est des AirPods. Ils sont, ils font un. Exact. Ça, c'est ça. Enlève-les et remets-les, les AirPods. Attends. Vous m'entendez? Ils ont plus de batterie. Ouais, Ouais. là on t'entend. Ok. Le micro a changé ou pas du tout? Ouais, là on t'entend. Ok. Non, là ok. ça va. Ok. Du coup, je t'ai plus entendu à partir du moment où tu as dit le plus jeune dans la salle. Donc il faut que tu reviennes à ça, Ok, malheureusement. non, pas de souci, on va cutter et puis on reviendra par là. Je regarde juste le nom, 45 minutes, c'est bon, je serai et je reviendrai. Non, la question que je te posais, c'est, tu es souvent le plus jeune dans la salle, voilà, à 28 ans. Comment tu fais pour être crédible ou pour te crédibiliser face aux autres qui ont potentiellement plus d'années d'expérience ou plus d'années tout court que toi? Bah, oui, je pense que c'est impossible de ne pas passer par l'étape du syndrome de l'imposteur. Et je pense que le seul moyen de franchir cette étape, c'est vraiment de s'exposer. Et quelque chose que j'ai réalisé très vite, c'est que l'écosystème dans lequel on existe est en fait tout petit. Et par chance, il était encore beaucoup plus petit quand on y est rentré. Parce que je parlais tout à l'heure de 400 millions qui étaient investis en 2016 dans les startups. Donc en fait, la première fois qu'on a investi dans une startup, tout de suite, les gens étaient très intéressés par le fait que j'avais 20 ans. Donc, ils m'ont offert l'opportunité de rentrer au conseil d'administration en tant qu'observateur. Et là, j'ai découvert que en rentrant dans les pièces et en disant « Ah bah, je suis au conseil d'administration d'Abionic, la société dans laquelle on a investi en premier, qui était très en vogue, très à la mode à ce moment-là, bah, c'était un door opener et d'une certaine manière un standard où les gens se disaient « Ah bah voilà, en fait, cette personne fait partie de l'écosystème ». Donc, j'ai eu énormément de chance par rapport à ça. Mais après, je pense que si je regarde les 10 dernières années, donc ça fait dans 15 jours, ça fera 10 ans que j'investis dans les startups, j'ai quand même bâti une crédibilité parce que je j'ai pas fait ça 2 minutes et j'ai arrêté de faire ça. Et on n'a pas gagné d'argent pour l'instant en investissant dans les startups. Donc il faut croire que j'ai envie d'y rester. Donc je pense que je pense, je pense qu'il y a show up every day, et puis c'est ça qui fait que les gens commencent à respecter le fait que tu es un acteur de l'écosystème. Mais par rapport au fait d'être le plus jeune, donc je pense, et ne me citez pas, mais je pense que je suis la personne la plus jeune de l'histoire de Suisse à avoir obtenu une licence de la FINMA. Et ça, c'est intéressant parce que c'est pas du tout une finalité en soi. Donc il y a l'idée de se dire, et peut-être que là il y a l'insatiabilité de l'entrepreneur, et c'est aussi quelque chose que je cherche dans les porteurs de projets que je soutiens, c'est l'idée de se dire la fin n'existe pas. Donc il y a pas de, je peux pas me dire ah génial, j'étais le plus jeune de l'histoire à fonder une société si elle fait faillite l'année prochaine. Donc en fait le combat il est tous les jours, et le combat il a besoin de forces vives, et je pense qu'il y a des belles forces vives à aller voir dans la jeunesse. Et je pense que on est dans une société qui a la capacité simultanément de ne pas respecter les jeunes et d'oublier de respecter les vieux. Et on vire les gens à 55 ans et on attend qu'ils aillent 35 ans avant de leur donner des responsabilités. Mais on peut plus s'épargner ces forces vives. Donc aujourd'hui, beaucoup de mes employés chez Numan approchent l'âge de la retraite, me disent qu'ils savent qu'ils peuvent travailler jusqu'à 70 ans en cotisant et qu'ils seront d'accord de continuer de travailler après qu'ils puissent plus cotiser. Et on a aussi pas mal de gens qui ont mon âge dans la société. Et moi, je crois vraiment, vraiment, surtout dans une société qui vieillit, à la force de la croisée de ces générations. Et la création de valeur, elle va devoir durer beaucoup plus longtemps dans la vie. Les gens vont devoir travailler plus longtemps. Donc, créons des métiers, créons des sociétés excitantes, pérennes, durables, dans lesquelles les gens ont envie de s'exposer jusqu'à 70 ans. Et à partir de 17, 18, 19. Ouais. Et si tu regardes la personne que tu étais il y a 10 ans, quel conseil te donnerais-tu en tant qu'individu ou pour tes financements? C'est quoi le conseil, un conseil si tu devais te le donner en regardant ces 10 dernières années au Nelson qui débutait, c'est quoi? Je, je pense que la réponse, elle est un peu abscon, parce que ce que je dirais, c'est sois moins naïf,
mais je crois pas que c'est vraiment possible de faire ce qu'on a fait en étant moins naïf. Donc, c'est une sorte de piège, hein, l'investissement dans les startups. C'est comme les tatouages, c'est comme le casino. Je pense que tu peux pas jouer au casino qu'une fois, tu peux pas te faire un tatouage qu'une fois, tu peux pas investir qu'une seule fois dans les startups. C'est extrêmement addictif et il faut être assez aveugle au risque au début. Et après, tu apprends à les appréhender. Et je pense qu'on a fait des choses qui étaient dramatiques. On s'est beaucoup surexposé à des sociétés parce qu'on était, comme je disais tout à l'heure, amoureux des projets, amoureux des porteurs de projets. On aurait dû être beaucoup plus programmatique, beaucoup plus discipliné. Mais en fait, le seul moyen d'apprendre ça, c'est de le vivre. Donc, ce que j'aimerais dire au Nelson d'il y a 10 ans, c'est t'inquiète pas, tu vas apprendre. Ouais. C'est pas mal. Ben? Ouais, écoute, bah, là, c'est le conseil que tu donnerais, au jeune Nelson et je l'aime beaucoup parce qu'effectivement, je crois que tout le monde dit, hein, tous les gens qui ont réussi des trucs incroyables que je connais, ils disent: «C'est clair que si j'avais su, peut-être que je l'aurais pas fait». Quand bien même maintenant c'est super et ça fonctionne, mais il faut je crois que la naïveté, c'est une ça reste une belle qualité quand on est quand même capable d'exécuter. Mais est-ce qu'il y a maintenant pour nous qui t'écoutons, un livre, un théâtre, un cinéma, une activité, une chose que nous pourrions tester, et qui pourrait avoir un impact positif sur nos vies? Qu'est-ce que tu nous recommanderais? Alors, j'ai toujours du mal à citer des livres parce que j'arrive pas à lire des livres qui sont pas de la fiction. Sinon, j'ai l'impression d'être au travail. Donc, Ah, c'est pas mal. C'est bien de je, lire de la fiction, tu as raison. Ça change. je lis pas de non-fiction, donc je peux pas vous donner les conseils éclairés que j'ai reçus dans un livre. Mais par contre, quelque chose que j'ai décidé de faire et qui complique un peu mes journées logistiquement, c'est de continuer à habiter en Valais pour être le plus proche possible de la nature, la plus proche possible des montagnes. Et je pense que il y a plein de choses qu'on doit aller chercher exactement là, en allant courir, skier, faire du vélo, trailer, peu importe la forme que ça peut prendre pour les gens et les capacités que les gens ont à être plus proches et plus connectés de la nature. Mais la mission de préserver cette nature, elle doit être renforcée en la vivant pleinement. Et on a la chance exceptionnelle vous êtes lausannois, on a la chance exceptionnelle d'être à moins de 100 km du plus beau canton du pays et du plus beau pays du monde. Donc, qu'est-ce que je conseillerais comme activité aux gens, c'est de passer plus de temps en Valais et de passer plus de temps en nature plus généralement. C'était excellent, ouais, c'est bien. Tu sais, j'ai posé cette question à beaucoup, beaucoup de monde à travers les années. Il y a qu'une seule personne qui m'a recommandé de la fiction, vraiment une seule et l'œuvre en question, c'était «100 ans de solitude», Mhm. qui se trouve être, effectivement un livre vraiment, génial. Donc voilà, je trouve qu'effectivement, Mike et moi, pour ça, on est terribles parce qu'on bon, on fait que de se Me recommander des force. trucs de ouais, mais on en recommande presque jamais et tu as raison. Mais la nature, ouais, on peut que signer. C'est excellent. Et la dernière question qu'on pose, et puis qu'on finit toujours comme ça, hein, depuis des années qu'on fait l'ITEP, c'est une citation ou un mantra ou une chose qui te parle ou que tu aimerais partager, que tu aimes te dire à toi ou à d'autres. C'est quoi? Est-ce que tu en as une? J'ai épuisé le mantra que j'utilise au sein de ma thèse d'investissement, hein, qui est la fin du mois avant la fin du monde, mais je pense que ça dirige mon activité. Mais je pense que quelque chose de plus intéressant à se poser, c'est la nature d'investir dans la résilience. Et là, je pense il y a quelque chose d'indéniable, c'est on va réussir ou non à relever le défi du changement climatique, mais créer de la résilience dans l'infrastructure, dans les chaînes de logistique et de valeur, Dans les humains? dans les humains, c'est essentiel qu'on réussisse à relever le défi ou qu'on réussisse pas, et encore plus primordial si on ne réussit pas à relever le défi. Donc investir dans la résilience, ça va peut-être pas payer tout de suite, mais ça payera. Et c'est le mot connexe pour moi de résilience, c'est prévoyance. Et c'est là qu'on voit que pour être, au final, recevoir d'excellentes rentes dans un monde en feu, ça va être moins utile que ce qu'on croit. Donc, créons les moyens pour que la prévoyance investisse dans la résilience. Et ça, je pense que c'est la citation à garder. Et j'aime. Et allons chercher ces 1700 milliards. En tout Avec cas, ça. quelques pourcents de tout cela. Quelques pourcents.
C'est top. En tout cas, merci beaucoup, Nelson, pour ce bon moment et ce bon partage. Est-ce que si on veut en savoir un peu plus sur toi, on mettra bien sûr les liens dans l'émission. On peut aller où? Mhm. Sur quelle plateforme tu recommandes? Ouais. Alors, la plateforme sur laquelle je suis le plus actif, c'est LinkedIn, où j'essaie Ok. de pas publier des textes créés par l'AI. Donc, si Ah, vous lisez merci, quelque parce que chose. c'est tellement horrible. Surtout ceux avec le petit, tu sais, avec le petit OK et le petit truc, on voit très bien que ça a été même pas changé avec un bullet point. Ouais, Mmh. ouais. Non, si vous me lisez sur LinkedIn, vous me lirez vraiment moi, et puis ce sera un grand plaisir d'avoir vos retours et vos commentaires sur cette plateforme sur laquelle je suis le plus actif. Ouais. Très bien, ben on mettra ce qu'on a discuté dans les notes de l'émission, que vous pourrez suivre, bien sûr, toutes les quelques articles aussi sur Nelson. En tout cas, Nelson, merci beaucoup pour cette discussion où j'ai beaucoup appris. C'était un plaisir de passer ce moment et j'espère que nos auditeurs et auditrices ont eu autant de plaisir que nous. Donc, nous, on se dit à une prochaine fois, très bientôt sur NITech pour de futures aventures. Allez, ciao, ciao. À tout Ciao. bientôt, merci.